Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sur cette visio aujourd'hui. Alors Marina Dos Santos, conseillère régionale et présidente de la Ligue des citoyens de France. Donc j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Raphaël Veno de France Solidaire, donc un mouvement politique. J'ai la bonne nouvelle à vous annoncer que nous avons collaboré ensemble, donc nous sommes unis ensemble. Et nous avons aussi un autre troisième parti qui nous a rejoint parce que nous avons les mêmes idées, donc on s'est rejoints les uns et les autres. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique de cette visioconférence, c'est sur collège, lycée, université. C'est bien ça, si je me trompe pas. Collège, lycée, baccalauréat, donc c'est l'enseignement secondaire, pas vraiment Voilà. l'université, même si on pourra l'évoquer rapidement. D'accord. Voilà, moi j'aborderai plus la partie, je dirais politique, enfin élue, puisque moi c'est des je siège à deux commissions, lycée et formation professionnelle. Et dans le lycée, il y a l'apprentissage qui est inclus, donc je pourrais parler de quelques dispositifs par rapport aux jeunes. Pour compléter un petit peu les propos de Raphaël. Alors, écoute Raphaël, je vais te laisser la parole. Présente-toi à nous et puis explique-nous un petit peu ton déroulé par rapport à tes propos que tu veux nous expliquer. Voilà. Ça marche. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Je me présente, je m'appelle Raphaël Venot, je suis donc le président du parti politique Force Solidaire. On est, je crois, le plus jeune parti politique de France maintenant, puisque ça fait donc une semaine qu'on a été publié au journal officiel. Je me suis lancé en politique, donc je suis étudiant, voilà, et je me suis lancé en politique après avoir constaté l'état de nos universités et d'une certaine association, l'UNEF pour pas la nommer, qui rendait la vie étudiante un peu infernale. Et voyant la situation du pays, j'ai décidé donc de m'engager en politique et de créer mon propre mouvement un peu. Force Solidaire. Notre credo, c'est patriotisme, souverainisme et méritocratie. Je suis aussi responsable donc de la rédaction du manifeste dans la partie éducation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire en France actuellement, il y a quand même plusieurs problèmes. J'en identifie plusieurs. Le premier, c'est le problème de l'autorité. C'est un peu un lieu commun. C'est vrai qu'on parle souvent du problème d'autorité dans la société. On le voit souvent donc au collège et au lycée, avec les professeurs qui ne sont pas respectés en fait par la société en général. Et ça se reflète malheureusement dans les collèges et les lycées, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas donner des cours dans des bonnes conditions. Forcément, s'ils n'ont pas de rapport d'autorité sur les élèves, c'est forcément difficile. Et le deuxième point aussi très important, c'est le problème du niveau scolaire qui n'a fait que décroître ces dernières années jusqu'à arriver à quelque chose d'assez catastrophique. Je suis partisan donc d'arrêter la politique, on peut dire, d'élargissement des cages pour marquer plus de buts, parce que c'est pas en rendant le baccalauréat plus facile et donc accessible à tout le monde qu'on crée vraiment des citoyens épanouis. Voilà, donc moi je suis favorable à un retour à une politique d'instruction publique, d'instruction vraiment et pas seulement, pas d'éducation, et le rehaussement du niveau. Et donc on va en parler, j'imagine, aussi une certaine promotion des filières professionnelles et d'apprentissage. Voilà. D'accord. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Marina Dos Santos. Je suis la présidente de la Ligue des citoyens de France que j'ai fondée en 2018. Donc moi, en fait, je suis en politique depuis 2013. Donc j'étais au départ au Front National qui est devenu le RN. Je les ai quittés en 2018 par rapport à la ligne politique qui me convenait plus. Et moi, je suis partie un petit peu dans l'élargissement d'idées. Je voulais plus m'atteler qu'à l'immigration. Je voulais vraiment faire un peu comme à l'époque des Gilets jaunes, quand il y a eu les manifestations, parler d'un peu plus du quotidien de nos citoyens. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la Ligue. Et puis, venant d'un milieu ouvrier modeste et petite fille d'agriculteur, il me semblait intéressant de vraiment parler des personnes modestes, des gens d'en bas, parce que j'estime que ces personnes-là sont fortement oubliées dans notre société et qu'il était important de les intégrer à nouveau
parce que c'est eux qui donnent de la richesse à notre pays, c'est important d'en discuter. Et d'autre part, donc je suis aussi conseillère régionale auprès des Patriotes dans le Grand Est, auprès de Florian Philippot. Donc je suis élue depuis 2015, donc là j'arrive en fin de mandature et je siège à 2 commissions, donc la formation professionnelle, les lycées et apprentissage. Voilà pour faire court. Et puis, nous, à la région, donc en ce qui concerne l'apprentissage, on n'a plus trop il y a une réforme, hein, même sur la formation professionnelle, donc on n'a plus du tout de compétences, entre guillemets. Disons qu'on finance. On finance les formations et puis tout ce qui est apprentissage, c'est pareil. Au niveau administratif, tout a changé. C'est plus nous on est plus centralisateur, je dirais. Maintenant, on verse plus trop, on s'occupe plus trop du socle apprentissage. L'apprentissage, on s'occupe plus des établissements, c'est-à-dire l'entretien, la gestion du personnel. Voilà, ça se limite un peu plus à ça en fait. Et puis bon, il y a certaines aides aussi, notamment pour les apprentissages, tout ce qui est premier équipement, notamment pour les métiers comme l'hôtellerie. Vous avez des mallettes avec tout l'outillage nécessaire pour apprendre la cuisine, par exemple, ou pâtisserie. Tous ces métiers-là qui sont assez techniques, il y a des aides financières, il y a quand même des aides pour aider les apprentis. Alors, Voilà. effectivement, au niveau de l'apprentissage, ça fait un moment que la plupart des politiques s'accordent à dire qu'il faut le mettre en avant. Donc, mon discours là n'est pas très original. Il faut continuer dans ce sens de promouvoir l'apprentissage. Mais outre les aides et la qualité des enseignements qui sont tout à fait corrects des retours que j'ai sur l'apprentissage, je pense que c'est avant tout une question de mentalité, d'expliquer vraiment aux élèves et de faire changer. On peut notamment penser à des politiques d'introduction de métiers au sein de l'école et au collège, mais des heures dédiées à ça. Ça peut être intéressant pour montrer aux élèves que les filières d'apprentissage, les filières professionnelles ne sont pas des filières d'échec et que c'est des filières au contraire tout à fait indispensables à la société, bien plus que d'autres filières que l'on suit après un bac général. Il faut montrer voilà que c'est des filières dont on a besoin pour que la société fonctionne et ne pas arrêter de montrer ça comme des filières d'échec. Malheureusement, on essaye déjà de faire en ce sens et ça vient surtout des parents qui veulent absolument que les enfants poursuivent des études longues dans une filière générale, dans une filière théorique abstraite, que ce soit dans les sciences sociales ou non, et pas vraiment des établissements qui font déjà des efforts pour améliorer cette situation. Mais il faut continuer dans ce sens, promouvoir les filières d'apprentissage, parce que on en a tout à fait besoin, bien plus malheureusement que de certaines filières où les élèves s'entassent en masse. J'ai beau avoir beaucoup d'affection pour les sciences sociales, pour la psychologie et la sociologie, c'est vrai, j'aime beaucoup ces matières, hein, j'en ai fait un peu. Eh bien, malheureusement, on n'a pas besoin de 200 000 nouveaux psychologues par an. Et ça tient du fait que ce sont des personnes qui auraient pu tout à fait s'épanouir dans des filières professionnelles et qu'on a plus ou moins forcé par pression familiale, par pression sociale, à se lancer dans des longues études parce que c'était théoriquement des vecteurs d'ascension sociale, alors que ça n'est pas forcément vrai. D'accord. Donc après, tout ce qui concerne évidemment les collèges, je pense que tu dois le savoir, c'est géré par les départements. Donc les départements gèrent aussi tout ce qui est entretien de l'informatique au collège, l'entretien des locaux, tout ce qui demande un petit peu, disons, tout ce qui est qui sollicite des réparations, voilà. Et puis, le conseil départemental a mis en place aussi certains dispositifs. Nous, comme ici dans les Vosges, c'est Boss et vous, c'est une plateforme numérique qui a été installée pour aider les jeunes de 17 à 30 ans en fait, à trouver du travail. C'est une plateforme sur laquelle on trouve en fait des offres d'emploi relatifs à plusieurs corps de métier pour aider les jeunes à s'insérer professionnellement. Donc ça, c'est un premier dispositif au niveau départemental. Nous, ici, dans les Vosges, il existe aussi une carte qui s'appelle la carte ZAP+. C'est une carte, c'est un petit chéquier, en fait, qui sert aux jeunes de pouvoir se payer le BAFA, le permis de conduire, prendre une assurance quand ils ont leur premier véhicule.
Et puis, il y a des réductions pour les sorties aussi. C'est pour les aider à se divertir et sortir. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus le cas, mais ça existe toujours. Parce qu'étant donné que tous les cinémas, enfin tous les lieux où les jeunes peuvent se divertir en ce moment sont fermés. Donc en ce moment, c'est compliqué, c'est vrai, mais il existe toujours. Après, au niveau du transport scolaire, le département n'a plus la compétence puisque ça a été transmis chez nous à la région comme compétence. Hein. C'est tout, on n'a pas pris le collège avec puisque le département a voulu conserver cette compétence. Après, nous, au niveau régional, pour les lycées et apprentissages, on a toujours des aides et notamment pour les étudiants qui font des études supérieures, on finance tout ce qui est stage Erasmus. On a un dispositif Erasmus pour que les jeunes puissent aller faire des stages à l'étranger. On va, à part maintenant la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Europe, comme nous dans le Grand Est, c'est Strasbourg, c'est la ville de l'Europe. Hein, on a pu ce dispositif pour la Grande-Bretagne depuis cette année. Du coup, voilà. Ça tombe bien, vous parlez de matériel informatique, vous parliez de subventions. Il y a beaucoup de syndicats chez les professeurs dans le monde de l'éducation qui demandent sans arrêt une hausse des moyens financiers. On parle beaucoup effectivement de subventionner certains points, de donner des aides. Je pense que c'est une question sur laquelle il faut se pencher. C'est un peu un échec de toujours penser uniquement aux moyens financiers. Pour ce qui est de l'éducation, on a en fait un rapport à penser. Il n'est pas uniquement question de moyens, il est aussi de question de laisser les professeurs faire cours et de retour donc à l'autorité, comme je parlais dans l'introduction. Pour ce qui est du manque de moyens, en fait, je pense que la question financière doit avant tout être posée pour le salaire des professeurs. Je parlais de manque d'autorité, je parlais d'autorité des professeurs sur les élèves et je parlais de vision aussi de la société. En fait, si on a des professeurs qui ont un salaire moindre et surtout un salaire déprécié, on a malheureusement tous les parents, toute la société en général qui vont voir les professeurs finalement, ça commence un petit peu comme des personnes qui auraient pu faire d'autres études, mais qui ont raté ou autre, parce que justement, la condition des professeurs n'est pas assez revalorisée. Et si les professeurs sont malheureusement vus comme des gens qui ne méritent pas un grand respect pour leur carrière, comment faire comprendre aux élèves qu'ils doivent les écouter plutôt que leurs parents ou n'importe qui d'autre dans l'école, dans les salles de classe. Donc, pour les questions financières, je pense qu'il est très intéressant de se poser des questions sur la situation des professeurs et sur ce que ça dit de notre société. Quand, lors de la Troisième République, les professeurs étaient les hussards noirs de la République, ça leur donnait un statut vraiment privilégié, vraiment privilégié dans la société, de personnes réellement importantes, de soldats de première ligne. Là où aujourd'hui, on entend plus de discours sur les professeurs qui ont des longues vacances et sont des flemmards. Voilà, donc il faut vraiment revaloriser le statut des professeurs et surtout les laisser faire cours et les laisser disposer de leur autorité qui permettront du coup un enseignement de qualité. Donc je pense que la question financière doit vraiment se poser vis-à-vis des professeurs et pas seulement d'aide sur les différents secteurs, parce que le manque de moyens c'est bien, mais ça ne sert à rien d'investir de l'argent surtout et n'importe quoi. On voit souvent le gouvernement se vanter d'avoir acheté tant de milliers de tablettes, d'iPad ou autres dans les différentes classes. Mais avant d'investir dans tous ces moyens, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces moyens informatiques pour faire cours. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de la condition des professeurs, de leur rapport avec les élèves, de leur formation, de leur sélection, plutôt que forcément vouloir investir à tout va dans toutes sortes de technologies qui ne sont pas forcément pensées, mais qui font beau jeu, parce que voilà, on a investi tant de millions d'euros dans l'éducation en achetant tant de tablettes pour tel ou tel lycée en difficulté. Je pense qu'il y a d'autres priorités qu'investir de l'argent à tout va sans finalement de planification pédagogique. Voilà. Alors moi, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens d'expliquer, il y a quelque chose que je me suis noté pour pas l'oublier, notamment que j'ai pu faire du constat, que ce soit
Là, c'est vrai qu'on ne parle pas de la primaire, mais moi, je vais parler ça de manière générale. C'est par rapport au handicap. Je veux parler de tout ce qui est trouble 10, c'est-à-dire ces personnes, ces enfants qui ont des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dysgraphie, entre autres, et qui ont vraiment de grosses difficultés. Et moi, je me suis rendu compte que ces professeurs ou ces instituteurs n'étaient pas formés. L'éducation nationale ne leur donne pas une formation pour pouvoir gérer au mieux ces enfants ou ces adolescents qui ont des problèmes de troubles d'apprentissage finalement. Et ça, c'est vrai que c'est très tabou, hein, malheureusement. Bon, il y a des AVS qui sont mis en place, que ce soit au collège ou en primaire, bien sûr. Bon, il y a des démarches à faire de la part des familles et notamment par rapport aux structures de l'école. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est important aussi au niveau de l'éducation parce qu'on se rend compte que les pauvres, quand ils ont des enfants qui ont des problèmes, des troubles d'apprentissage, ils ne savent pas comment gérer la situation. Et je pense que ça, ce serait vraiment une question sociétale qu'il faudrait vraiment soulever. Il faudra avoir une réflexion. Voilà. Je suis d'accord et c'est vrai que moi-même j'ai pêché parce que je ne m'en suis pas je m'y suis pas plus intéressé que ça. J'avais lu voilà un rapport à un moment sur cette gestion, sur les créations de classes ou d'accompagnement pour les personnes voilà en handicap, mais j'ai pas plus que ça creusé le sujet. Donc c'est vrai qu'il faudrait s'y intéresser. Je vais me permettre de répondre à la question de Richard Bonacaz qui nous demande que faire contre les filières salafistes dans les lycées. Donc il n'y a pas de filière salafiste, mais on peut parler effectivement de l'influence de l'islamisme dans les écoles. Et ça tombe bien, j'ai sur mon bureau actuellement donc ce livre de Jean-Pierre Aubin. Donc comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école. Voilà, donc j'ai plusieurs livres avec moi, mais ça tombe bien, celui-là est juste à côté. C'est l'auteur du fameux rapport Aubin qui date de 2004 ou 2005 sur l'islamisme à l'école. Et ce livre est sorti un mois avant l'assassinat de Samuel Paty, un mois avant, et alerté justement sur l'islamisme dans l'école. Je pense que vraiment la priorité, et c'est ce qu'il explique dans le livre, et c'est ce qu'on peut voir un peu partout, c'est de cesser la politique du pas de vague, cesser la politique du fermer les yeux. Il y a déjà le gouvernement a déjà mis en place des systèmes pour que les professeurs puissent signaler les problèmes, les atteintes à la laïcité à l'école. C'est déjà mis en place, il y a énormément de retours, et le gouvernement agit, mais malheureusement, pas assez, pas encore assez. Il y a beaucoup de fois où on ne soutient pas assez les professeurs. On va surtout partir du principe que le professeur a mal fait et on va écouter les parents d'élèves qui sont parfois, on l'a vu dans l'affaire de Samuel Paty, assez radicalisés également. Il faut donc cesser cette politique de fermer les yeux. Il faut écouter, il faut aider les professeurs dans tout ça. Il faut les protéger surtout. C'est vraiment la priorité. Et il faut se rendre compte des situations auxquelles les professeurs font face à l'école, qui sont en réalité très très nombreuses. On peut voir ça notamment avec une statistique qui était assez intéressante sur les 100 000 juifs de France qui sont scolarisés dans les lycées et les collèges. Je crois que c'est de l'ordre de 2/3 ont quitté l'enseignement public pour aller dans les collèges et lycées privés, même catholiques, rarement en réalité juifs, donc les collèges et lycées catholiques, pour fuir finalement un nouvel antisémitisme qui vient des milieux islamistes. Donc on a vraiment un réel problème. On dit qu'il n'y a plus un seul juif scolarisé en Seine-Saint-Denis dans un collège public, par exemple. On a un réel problème et donc il faut cesser cette politique de se cacher les yeux, du pas de vague, et il faut prendre les choses en main, les dénoncer et prendre des mesures radicales contre l'islamisme dans l'école. Voilà. Alors moi c'est pareil, j'ai vu que Richard Bonacaz pose une question concernant les filières d'apprentissage sont déjà orientées au niveau du collège et non au lycée. Oui, c'est vrai qu'au collège, à partir de la 3e, ils font 2 semaines de stage pour avoir une préorientation après pour le lycée.
Donc après, il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, il existe un dispositif qui s'appelle le DIMA. C'est du pré-apprentissage aussi. C'est pour les jeunes qui font un peu du décrochage. C'est pour les orienter vers les filières professionnelles d'apprentissage. Voilà. Donc, je vais répondre à la question de Jean-Pierre Bréty qui demande les solutions pour retrouver un vrai programme scolaire et non celui qu'on veut nous imposer, où des pans entiers de l'enseignement de base sont tout simplement supprimés ou ignorés. Tout d'abord, je pense qu'il faut discuter des heures pédagogiques ou ce que donc René Chiche appelait les heures de rien. Pareil, il a écrit aussi un livre qui s'appelle La désinstruction nationale, que je n'ai pas à côté de moi, malheureusement. C'est un livre assez intéressant qui montre en fait, et quand il parle des heures de rien, il parle de ces fameuses heures, vous avez dû en entendre parler, donc d'accompagnement personnalisé, ou ce genre de choses qui ne servent pas finalement à grand chose, qui sont des mesures pédagogiques, des heures un peu vides que les professeurs peuvent remplir un peu comme ils veulent, mais on ne sait jamais trop quoi en faire. Il faut les supprimer et au contraire les utiliser, ces heures, pour revenir sur des enseignements fondamentaux. On a beaucoup de témoignages actuellement de professeurs, et on peut le voir aussi dans les divers classements PISA, etc., qui nous parlent d'un quasi-illettrisme des étudiants en lycée général actuellement. Il faut tout d'abord donc revenir à la base de tous les savoirs, c'est-à-dire la langue, car c'est seulement quand le français est réellement maîtrisé que l'on peut apprendre les autres matières. Comment apprendre la physique-chimie si on n'est pas capable de lire un énoncé correctement? Comment apprendre l'histoire si on n'est pas capable de lire un témoignage d'époque, etc. Donc il faut revenir à la source, réellement insister sur le français et utiliser ces heures vides pour accentuer ces savoirs fondamentaux. Aussi, il y a un autre point qui est assez intéressant dans les milieux un peu de droite, on va dire. On parle souvent de la théorie du genre dans l'enseignement. Alors, il faut savoir que ce n'est pas absolument généralisé. On en parle plus que ça n'existe, mais ça existe quand même. Et je voudrais lier ça aux enseignements donc, de SVT, de biologie, de sciences de la vie et de la Terre. On se plaint régulièrement en France qu'on ait la première communauté anti-vaccin en France, enfin du monde. Donc, on se plaint d'un manque de connaissances scientifiques dans énormément de domaines en France. Mais si l'enseignement donne du crédit et promeut des théories comme la théorie du genre, et c'est le cas en France. J'avais un ami qui me parlait récemment de la SES où justement on enseignait que les femmes, si elles étaient plus faibles physiquement que les hommes, c'est parce qu'elles mangeaient moins à la préhistoire. Voilà. Quand on apprend tout genre de choses à l'école, forcément, on a une perte de confiance dans les savoirs, on a une perte de confiance envers l'autorité professorale. Et cette perte de confiance fait que, effectivement, les savoirs fondamentaux, les savoirs aussi donc de SVT sur les vaccins, etc., qui sont à l'heure du jour très importants, sont perdus. Parce que si l'école pêche en professant plutôt des idéologies politiques plutôt que des savoirs, malheureusement, les savoirs se retrouvent aussi décrédibilisés. Donc, il faut strictement encadrer cela, notamment interdire vraiment, et le faire, l'écriture inclusive qui se développe partout à l'école de plus en plus, et des professeurs même de primaire écrivent en écriture inclusive à des élèves donc, qui n'ont jamais réellement appris à lire ou à écrire, et c'est leur premier contact avec l'écriture. Ça a été dénoncé par le journal Marianne, je crois. Il faut réellement se pencher sur ce sujet parce que, comme je l'ai dit, la base de tous les savoirs, c'est la langue. Sans la langue, on n'apprend rien. Donc, il faut faire très attention à ce genre de dérive. Je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport aux fondamentaux. Savoir lire, écrire, compter, ça pose déjà beaucoup de soucis quand ils arrivent déjà après le collège. Moi, en tant qu'adulte, j'ai dû refaire une formation il y a 4 ans, un CAP de cuisine, donc, et j'ai été très surprise de me rendre compte qu'on n'avait plus de cours de français, on n'avait que des polycopies avec des exercices, on n'avait plus de cours d'histoire. Et les mathématiques, physique, ça allait. Mais j'ai trouvé qu'en histoire et en français, il n'y avait plus des cours magistraux comme moi, j'avais pu connaître 20 ans auparavant, par exemple, quand j'ai passé un autre CAP. J'ai vu que le niveau s'est sensiblement dégradé. Et on se rend compte que les savoirs fondamentaux perdent vraiment toute leur importance dans notre société.
Et on a l'impression qu'on veut éduquer des gens stupides. Voilà, on veut les orienter pour mieux les manipuler par la suite quand ils seront adultes. Voilà. Moi, ça m'a un petit peu choquée de ne plus voir d'histoire, par exemple, parce que moi, je trouve que c'est très important d'avoir des notions sur notre histoire de France, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe. L'histoire de France, ça révèle le passé de la France, et puis aujourd'hui, ce qui se passe, ça sera notre histoire de demain. Donc, je trouve ça un petit peu regrettable qu'on n'ait vraiment plus de cours magistraux en histoire, par exemple. Et le français, je trouve ça très important parce qu'effectivement, au niveau du parler ou de l'écrit, on en a besoin tous les jours et à toute période de la vie. Hein. Donc, quand on n'a pas ces savoirs fondamentaux, ces savoirs importants, eh bien, au niveau de la vie sociétale, on est complètement perdu, hein, même pour faire des simples démarches administratives. Moi, je m'en rends bien compte. Et même au niveau de quand il faut réinsérer des personnes, après, c'est compliqué. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas lire aujourd'hui. En 2021, qui ne savent pas lire, pas écrire. Et ça, c'est vraiment très grave, quoi, aujourd'hui. Mais pour énormément de matières, effectivement, il faut revoir le programme. Vous parliez d'histoire. Alors moi, j'ai eu effectivement un enseignement d'histoire donc à partir du CE2, je crois, ou CM1 jusqu'à la terminale. Donc, il y a un conflit dans l'enseignement de l'histoire depuis au moins un siècle. Hein. C'est le fameux débat histoire chronologique ou histoire thématique. Ça, c'est vraiment le grand débat dans l'enseignement de l'histoire à l'école. Est-ce qu'il faut faire une histoire chronologique, donc qui part de la préhistoire jusqu'à nos jours? Enfin, pas exactement nos jours, parce qu'on n'analyse pas le présent avec un regard historique, évidemment. Ou est-ce qu'il faut faire une analyse thématique des différentes périodes avec, voilà, par exemple, la féodalité ou l'ouverture de la France sur le monde ou ce genre de choses. Alors, je pense que c'est important de revoir tout ça. Moi, par exemple, pour l'histoire, je suis favorable à un enseignement chronologique qui aille au moins jusqu'à la 3e, strictement chronologique, qui permet donc d'avoir des cadres, des repères. Parce que l'analyse thématique, l'analyse critique en histoire, elle est très intéressante, mais avant ça, il faut déjà une structure, il faut une colonne vertébrale pour porter toute la critique qu'on peut en faire. Si on n'a pas dans notre tête une chronologie précise de l'histoire de France, si on n'a pas des dates pour savoir quel événement a précédé quel événement, pourquoi est-ce que tel événement a eu lieu, qu'est-ce qui l'a causé, etc. Tout ça, on a besoin de chronologie. Donc, c'est pour ça que je suis attaché à un enseignement chronologique au moins jusqu'en 3e, strictement chronologique, qui prend son temps aussi, qui prend réellement son temps. Parce que nous, on saute très vite, on doit faire 3 fois toute la chronologie dans notre scolarité, on ne prend plus le temps de faire les choses. Là, je suis pour un enseignement strictement chronologique qui prend son temps. Et au lycée général, donc avec un lycée général plus qualitatif, plus sélectif, je suis pour un retour à un enseignement plus critique, plus thématique. Mais celui-ci n'est possible que lorsqu'il y a une réelle chronologie dans la tête de tous les citoyens, et donc là, en l'occurrence, des étudiants des lycées généraux. Donc voilà, c'est réellement important, effectivement, l'enseignement de l'histoire est réellement important, car c'est quand on sait, pour faire un petit peu une phrase un petit peu bateau, voilà, c'est quand on sait d'où on vient qu'on sait ce que l'on est. Donc c'est très important d'avoir toute cette chronologie en tête pour apprendre. Pour chaque matière, il y a des choses à dire. Les mathématiques, qui ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. La SVT, voilà, j'en ai parlé rapidement, l'histoire. Il y a des programmes à mettre en place qui sont très différents et surtout plus qualitatifs et vraiment plus exigeants à partir du lycée. Voilà. Je vais répondre peut-être à une question rapidement. Oui. Il y a Hubert Miyata qui demandait est-ce qu'il faut redonner l'autorité aux professeurs, et il y a Vivien Gosset en même temps qui me demandait que penses-tu, Raphaël, de l'emprise de... Ah non, c'est pas celle-là à laquelle je vais répondre, c'est voilà. Êtes-vous pour l'uniforme à l'école? Alors, je pense qu'il faut redonner l'autorité aux professeurs, comme je l'ai expliqué, c'est le rapport de l'autorité des professeurs aux élèves qui permet un enseignement de qualité. Le problème, c'est que le monde entier a actuellement une fenêtre sur la classe et regarde ce qui se passe dans la classe et analyse chaque petit détail, chaque petite action du professeur pour le pointer du doigt, et les parents d'élèves ont énormément de pouvoir et l'administration ne protège pas les professeurs.
Et si les parents d'élèves ont énormément de pouvoir, malheureusement, ça réduit le lien entre professeur et élève. Et c'est bien ce lien d'autorité, de celui qui sait à celui qui reçoit, qui permet vraiment l'instruction. Sans ça, il n'est pas possible. Le problème, c'est que la pédagogie actuellement veut mettre au même niveau les professeurs et les élèves. Les élèves ont le droit de contredire le professeur, de dialoguer dans un débat. Le débat, c'est très intéressant, mais il faut déjà que les deux aient le savoir. On ne réfléchit pas sur rien. On réfléchit sur des choses, sur de la culture, sur des connaissances. Et c'est ce rapport donc d'autorité qui permet la transmission de la connaissance et plus tard le débat, plus tard la discussion, mais pas dès la 6e. Et donc, êtes-vous pour l'uniforme à l'école? C'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu au sein de Force Solidaire. On est encore en débat sur cette question. Je ne suis pas défavorable à l'uniforme. Pour l'instant, moi, je serais pour une politique assez douce d'introduction de l'uniforme, avec pourquoi pas une journée par mois, disons le premier lundi de chaque mois, avec un uniforme. Et donc une cérémonie d'ouverture du mois avec un discours du chef de l'établissement, ce qui permettrait un meilleur sentiment d'appartenance, parce que donc on pourrait faire ça avec une petite cérémonie, avec un lever de drapeau, même si ça fait un peu vieux jeu, qui permettrait un bon sentiment d'appartenance et en même temps qui montre que l'école est une institution sacrée, un sanctuaire qui est en dehors de la rue, qui est en dehors du monde, qui est protégé du monde. Ça montrerait ça et sans pour autant avoir les aspects négatifs de l'uniforme tout le temps sans arrêt. Après, on peut discuter. Pour l'instant, nous, on est encore en débat. Est-ce qu'il faut l'uniforme tout le temps? Est-ce qu'il faut jamais? Est-ce qu'il faut cette solution un petit peu d'entre-deux comme je propose? Ce n'est pas encore tranché. Donc, on attend aussi vos suggestions. Ouais. Moi, par contre, à la Ligue des citoyens de France, moi, je suis pour l'uniforme parce que justement, par rapport aux discriminations. Voilà, juste pour protéger un petit peu les jeunes, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination au niveau des jeunes et il y a beaucoup de souffrance aussi à ce niveau-là et je pense que ça pourrait être une solution. C'est sûr qu'il faut y réfléchir. Voilà. Je vais répondre à Anatole Clotaire qui dit que fut un temps où l'accès aux études supérieures était très restreint et le baccalauréat avait une réelle valeur sur le marché de l'emploi. Le niveau de diplôme était en adéquation avec sa valeur. Aujourd'hui, la grande majorité des lycéens vont entreprendre des études supérieures. Le baccalauréat n'a plus de valeur. Pourquoi vouloir rehausser le niveau de ce diplôme alors qu'il ne sera plus suffisant sur le marché de l'emploi de toute manière? Justement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Le baccalauréat, puisqu'il est donné à tout le monde, n'a plus de valeur. Mais c'est pas parce qu'il a plus de valeur actuellement qu'on ne peut plus lui redonner ses lettres de noblesse. Je pense que c'est une politique de long terme à mettre en place pour justement, comme je le disais au début de l'entretien, arrêter d'élargir les cages de foot pour que tout le monde puisse marquer des buts. Il faut, au contraire, plus restreindre l'accès au baccalauréat et aussi refaire des mentions, quelque chose vraiment de noble, quelque chose de bien. On voit depuis 30 ans le nombre de mentions qui explose absolument, ce qui fait que maintenant donc, le baccalauréat ne vaut plus rien, une mention ne vaut presque plus rien, il n'y a que la mention très bien qui s'en sort à peu près pour dire qu'on a un bon niveau. Voilà, c'est assez catastrophique. Alors justement, il faut partir du principe que le lycée, après une réforme de l'éducation sérieuse, sera plus difficilement accessible, puisque du coup on redirigera les gens qui le souhaitent et pour qui c'est adapté vers un enseignement professionnel. Et le lycée général, lui, sera donc un lycée théorique, d'enseignement théorique, vraiment plus difficile, avec un enseignement plus qualitatif, et où, du coup, les gens seront là pour travailler réellement vers le baccalauréat, ce sera l'objectif, et donc un baccalauréat vraiment plus difficile. Et sur le long terme, ainsi, le baccalauréat retrouvera ses lettres de noblesse, c'est pas parce qu'il les a perdues qu'il ne peut plus les retrouver, et redeviendra un diplôme important sur le marché de l'emploi. Et je tiens juste à dire rapidement que quand on parle, moi je parle donc d'instruction, donc l'éducation nationale, je préfère parler d'instruction, donc avant l'enseignement c'était l'instruction publique. Quand on parle d'instruire à l'école, on ne réfléchit pas, et malheureusement c'est ce qu'on fait actuellement, mais on ne devrait pas réfléchir en termes de réussite. Le but de l'école, ce n'est pas de nous préparer au marché de l'emploi. Le but de l'école, ce n'est pas de promettre la réussite à tous les élèves. Non, le but de l'école, c'est d'instruire. Et c'est cette instruction qui permettra ensuite, plus tard, de s'en sortir dans la vie en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Mais l'objectif de l'école n'est pas de former des salariés, n'est pas de former des entrepreneurs, c'est de former des citoyens instruits. Et donc, il faut remettre notre rapport à l'école doit être très différent. Et on doit arrêter cette volonté de réussite à tout prix. L'objectif, ça doit être d'instruire. Et ensuite, chacun est libre de penser sa réussite à partir des connaissances qu'il aura acquises grâce à l'école et à l'enseignement. Voilà.
C'est surtout aussi la filière professionnelle, hein, tout ce qui est bac, enfin BEP, CAP, bac pro. Il faut aussi valoriser ces filières hein, qui sont des migrés parce que justement, ce sont souvent des métiers manuels. Mais malheureusement, on ne pourra pas vivre qu'avec des médecins, des avocats ou voilà des têtes bien faites et bien pleines. Il faut aussi des gens qui vont travailler avec leurs mains et ça a toute une valeur importante et même bien plus valorisante. Et qu'il faut vraiment soutenir et valoriser. Et c'est vrai qu'il y a encore des tabous à ce niveau-là. Et moi, j'ai pu constater que c'est toujours au niveau du collège hein, que ça commence. Oui, Parce que oui, ça commence au collège. je vais donner un exemple concret. Les filières SECPA, ce sont des filières pour les enfants justement que j'expliquais tout à l'heure qui ont un trouble d'apprentissage, hein, autres ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Et ces filières-là ont été souvent rejetées de la part des collèges. Ils les ont acceptées un certain temps, puis après ils ont fermé les sections. Alors que ce sont des jeunes qui après pourront être basculés vers des filières professionnelles. Voilà, et on se rend compte déjà qu'à ce niveau-là, c'est énormément problématique. Au niveau des collèges, ce qui a été voté par le gouvernement, ce sont les classes Ulysse. Voilà, donc qui ont été créées dans certains collèges pour les plus défavorisés. Voilà, et pour les enfants qui ont énormément de lacunes, de difficultés d'apprentissage. Alors, je voulais simplement répondre parce que je vois donc Gérard Legendre régulièrement parler dans le chat, qui dit que voilà, tout cela évolue, le gouvernement il fait en sorte qu'on ne sache rien, etc. Il a mis plusieurs messages en ce sens. Je comprends parfaitement le propos derrière. Je pense cependant qu'il faut réellement réfléchir à pourquoi est-ce que cela évolue. Il ne faut pas tomber dans un complot de forcément penser que le gouvernement veut des citoyens idiots et manipulables. Je pense que ce n'est pas réellement ça. C'est surtout que le milieu de l'éducation, que ce soit le ministère ou les syndicats, sont ancrés dans une idéologie de gauche, hein, égalitaire surtout, qui veut que l'école soit un ascenseur social et qui veut que tout le monde ait sa chance. C'est une idéologie qui part d'un bon sentiment, qui fait que voilà, il faut que le fils d'agriculteur ou le fils d'ouvrier ait les mêmes chances que le fils du patron voilà, de Bernard Arnault, quoi, pour faire simple. C'est l'idée de ces personnes, c'est leur idéologie. Le problème, c'est qu'ils se disent que la culture légitime, la culture bourgeoise, dans leur logiciel, permet une meilleure réussite et que donc il faut limiter l'influence de cette culture bourgeoise donc, et pour que tout le monde ait sa chance. Sauf que comment ils font pour limiter l'influence de la culture bourgeoise sur l'enseignement? Ils nivellent vers le bas. Ils nivellent au plus bas pour que tout le monde ait ses chances. Mais il ne faut pas réfléchir ainsi. On a démontré maintenant que la méritocratie fonctionnait justement, plus le niveau est haut, moins c'est les facteurs extérieurs qui vont jouer. Pourquoi cela? Parce que plus le niveau est haut, plus les élèves, tous, peu importe leur milieu social, doivent s'investir à l'école pour travailler tout le temps parce que les heures sont extrêmement longues et il y a beaucoup de travail, donc tout le monde doit s'investir. Et l'influence extérieure a de moins en moins de poids parce que tout le monde a le même enseignement. Donc en réalité, plus le niveau est haut, plus l'ascenseur social fonctionne. Et c'est pour ça que plus on nivelle vers le bas, moins l'ascenseur social fonctionne et on est obligé de pratiquer des politiques de quotas qui n'ont absolument aucun sens pour essayer de corriger ce défaut. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que tout est cassé? C'est par idéologie, une idéologie qui part de bons sentiments, mais malheureusement, qui ne va pas dans le sens espéré. La méritocratie est possible à partir d'un certain niveau d'exigence qu'on a perdu. Voilà. C'était très important pour moi de répondre à cette question. D'accord. Et moi, je voulais te poser une question par rapport à la crise sanitaire, mais que penses-tu de ce qui se passe par rapport aux étudiants? Parce qu'il y a quand même cette crise sanitaire a quand même aggravé la situation des étudiants. Ils ne peuvent plus travailler, ils se retrouvent vraiment dans une grande précarisation, une grande pauvreté aussi. Bon, je sais que c'est pas d'aujourd'hui que les étudiants rencontrent de grandes difficultés, mais là, il faut dire que en ce moment, c'est très dur pour eux. Il y a même eu des suicides, hein, malheureusement, oui. Comme les commerçants, comme des cafetiers. Enfin, qu'en penses-tu, toi? Parce que du coup,
là, ils ont quand même débloqué et fait des choses, mais je pense pas. Bon, l'aspect financier, ça peut peut-être aider, mais je crois qu'aussi, il y a aussi l'aspect psychologique qu'il faudra peut-être aussi. Effectivement, il y a une grande détresse psychologique chez les étudiants actuellement, parfois un petit peu moquée par beaucoup de générations, Oui. parce qu'on dit, voilà, c'est une génération fragile, etc. Il ne faut pas oublier qu'on est à les étudiants sont à un moment de leur vie où justement ils sont en train de créer les liens sociaux dont ils vont avoir besoin pour toute leur vie. C'est à ce moment-là qu'on se fait des amis qui vont durer longtemps, et c'est avec ces amis qu'on peut entreprendre ou juste tenir dans la vie. C'est à cette époque de la vie qu'on rencontre parfois la personne avec qui on se mariera plus tard. Il y a un réel besoin, c'est le moment où on a besoin d'interagir avec les autres. Donc, il est certain qu'il y a une vraie détresse sociale chez les étudiants en ce moment. Et elle n'est pas à négliger, même si tout le monde ne vit pas la crise de la même manière. Certains s'en sortent très bien, mais d'autres sont enfermés dans des logements étudiants petits et n'ont pas de moyens d'interagir avec d'autres personnes socialement, et passent leur journée finalement avec des cours en distanciel, comme on dit maintenant, ce qui peut réellement être déprimant. Donc on a effectivement des solutions qui ont été mises en place, d'introduction de cours en présentiel petit à petit. Il faut savoir que la plupart des universités dont j'ai connaissance mettent ça réellement par petit pas, parce qu'ils ont très peur d'un nouveau confinement et de devoir tout recommencer à zéro. Ils n'ont pas envie de faire des procédures administratives pour rien. Donc, il y a des initiatives qui ont été faites pour aider effectivement à la nourriture, et on doit mettre en place des initiatives de rassemblement, des initiatives d'entraide étudiante, c'est déjà mis en place, hein, bien sûr, mais il faut continuer à en mettre de plus grande ampleur. C'est clairement quelque chose de très important. Je dirais pas qu'on a une génération sacrifiée non plus, mais on a une génération en tout cas malade. Comme vous le dites, il y a des suicides, on promet des consultations de psy. Ça montre qu'on a, quand le gouvernement est en train de promettre des consultations de psy, c'est qu'on est vraiment arrivé à un point qui n'a plus aucun sens. On a une population dépressive. Et c'est réellement dangereux pour l'avenir. Oui, surtout que les jeunes, c'est quand même l'avenir, hein. Si aujourd'hui on n'est pas capable de donner de l'instruction, de donner des moyens à un jeune de pouvoir faire ses études pour devenir un adulte, pour avoir une vie professionnelle, une vie sociale, c'est quand même désastreux. Et la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, il faut vraiment penser à construire l'avenir des jeunes, parce que sinon, si on n'est pas capable de faire ça, le pays va s'effondrer là. C'est plus possible. Alors, pour l'instant, on est encore en discussion sur toute la politique à mener pour la crise sanitaire. Nous, on n'a pas de médecin, on n'a pas de penseurs vraiment sur cette crise. Donc, je ne vais pas trop m'engager sur les politiques à mener. Et je pense que, de notre point de vue, malheureusement, on manque de données, énormément. Le gouvernement en a beaucoup plus que nous. On ne sait pas trop ce qu'ils en font. Peut-être qu'ils prennent de très mauvaises décisions, peut-être qu'ils en prennent des excellentes. Mais effectivement, il y a un point négatif qui est pointé du doigt par, si je dis pas de bêtises, Richard Bonacaz. Voilà, c'est que actuellement, c'est la gauche qui va y répondre, qui va pêcher les étudiants et les attirer vers eux. On a à droite une obligation de nous intéresser au sort des étudiants, mais aussi donc des restaurateurs, etc., sans sortir de mon sujet, évidemment, au niveau de la crise. Alors moi, je vais pas être celui qui va proposer des solutions vis-à-vis de la crise. Il me manque beaucoup trop d'informations, mais il est certain qu'il y a des politiques à mener pour la détresse étudiante et pour la détresse des jeunes dans cette crise, et avec des politiques qui peuvent parfois être un peu absurdes pour les étudiants, avec des retours en présence. Finalement, non, on crée un nouveau confinement et pourtant on nous promet des cours. On a l'impression d'errer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette crise, malheureusement, tous les secteurs errent un petit peu. Donc, c'est à prendre. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ouais. Oui, bien sûr. Donc après, on arrive au terme de notre visio. Je tenais à te remercier, Raphaël, pour toutes tes informations que tu nous as transmises, parce que c'est très important que la jeunesse soit mise en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, de la France de demain.
Et il a été très important que tu nous apportes toutes ces informations très précieuses et très utiles. Et je t'en remercie. Et j'espère qu'on fera d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Mais écoute, merci beaucoup à toi. Puis je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions pour rendre cette visioconférence vraiment très, très dynamique et active. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour ceux qui avaient des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vous pouvez me contacter et je me ferai une joie de vous répondre à tous. Il faudra me laisser un peu de temps, bien sûr, mais j'essaierai de répondre à tout le monde. Avant de vous quitter, je voulais donc vous présenter 3 petits livres qui m'ont un peu aidé à m'intéresser au sujet de l'éducation. Donc, je vous ai parlé de comment on a laissé pénétrer l'islamisme à l'école de Jean-Pierre Robin. Assez intéressant pour toutes les questions sur l'islamisme. Pour le programme de notre manifeste sur l'éducation, je me suis penché sur les travaux de Philippe Nemo, qui a publié un livre, Philippe Nemo, Quel lycée au XXIe siècle, fait avec d'autres, donc il y a beaucoup d'auteurs, chacun sur sa matière, qui proposent des programmes. Bon, je suis pas d'accord avec tout, mais ça permet de remettre en perspective et de voir qu'il y a des solutions qui sont possibles. Et donc René Chiche, la désinstruction nationale, j'en parlais, qui fait un peu qui est un témoignage d'un professeur sur l'état de l'éducation nationale actuellement. Voilà, c'est des petites ressources que je vous donne. Ça me fait toujours plaisir. Je pense que l'important dans des mouvements militants, c'est surtout d'avoir des militants conscients politiquement, avec des connaissances, parce que c'est avec des connaissances qu'on va gagner, et c'est pas juste en se faisant beaucoup de bruit. Voilà. Donc, je vous invite tous à vous renseigner. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces références littéraires. Moi, j'ai pris note. Je vais m'y atteler et les lire pour avoir beaucoup plus d'informations sur le monde éducatif. Et puis, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.